Bien, bonjour à chacun d'entre vous. Le sujet aujourd'hui de ce matin, c'est de gérer un paradoxe entre, d'un côté, des équipements et des actifs qui sont vieillissants quand on regarde l'industrie européenne et occidentale de façon plus générale, et de l'autre côté, ce que vous voyez tout autour du salon, ou dans tous les halls du salon, une irruption de technologies 4.0, digitales ou comme on les appelle, et se dire comment j'arrive à construire une stratégie de maintenance qui prenne en compte ces deux aspects du paradoxe. Alors, sur la gauche, vous avez une étude qui a été faite à deux reprises sur plusieurs centaines d'industries en Europe, Europe de l'Ouest, et qui nous montre que, alors la première a été faite en 2015, après on l'a réactualisée. On voit que 30% des actifs arrivent en fin de vie, en gros d'ici cette année, entre 2015 et 2019. Dans la période suivante, 2020-2024, il y en a encore 14%. Et après, on arrive au creux de cette projection dans les années 25 à 30. Donc, ce qui représente un nombre extrêmement important d'actifs industriels et pour lesquels les industriels n'ont pas les moyens et le cash de faire le renouvellement ou la modernisation qui serait souhaitable. Et donc la question de l'allongement de la durée de vie de ces équipements devient un sujet absolument criant. De l'autre côté, effectivement, il y a toutes ces technologies et se dire comment je fais entre ces deux éléments pour tracer une route qui ait du sens pour l'industrie. Alors, en deux mots, donc, je me présente, donc, je suis Norbert Odéhoud, donc, je suis le directeur France de May Innovation, qui est un cabinet qui existe depuis plus de 20 ans, dans le monde de la maintenance et de l'asset management, alors qui s'est développé en Hollande et puis largement au Benelux et avec quelques branches en Angleterre et aux US. Nous intervenons dans trois grands domaines, c'est à peu près un tiers, les usines, les flottes, trains, bateaux, avions, camions, bus, etc. Et tout ce qui est infrastructure, que ce soit des ports, que ce soit des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité et autres. Et nous avons le modèle que nous utilisons, le modèle de référence qu'on appelle le modèle VDM XL, qui essaye de regrouper l'ensemble des grandes compétences, des grands process qui sont à mettre sous contrôle si l'on veut avoir une maintenance performante. J'y reviendrai. Et voilà, donc ça, simplement à titre d'exemple, depuis plus de 20 ans, il y a plus de 1000 entreprises qui nous font confiance un peu partout dans le monde. Alors, il y a eu une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps, dans laquelle la FIM a aussi été partie prenante à un moment, qui a cherché à voir quelles sont les caractéristiques d'une entreprise extrêmement performante sur le plan de la maintenance et de l'asset management. Et sur la courbe, sur le graphique que vous avez d'un côté, vous avez la disponibilité technique que l'on a corrigée par rapport à la disponibilité technique d'un secteur. Je prends un exemple. Lorsque vous êtes dans la pharma, quand vous avez une disponibilité, ou je prends même la disponibilité de façon générale, un TRS à 50, très souvent vous êtes très très content. Vous êtes dans l'agroalimentaire où vous êtes centimier, si vous n'avez pas un TRS à 95, 17, 18, vous vous faites trucider. Donc pour pouvoir comparer des secteurs, les entreprises les unes aux autres, on a toujours rapporté par rapport à la moyenne supérieure du secteur. C'est pour ça qu'on arrive tous à 1. Ça ne veut pas dire que tous sont à plus de 90 d'OI. Le deuxième, c'est le budget maintenance par rapport à la valeur à neuf des équipements. Et donc, on a les top performers, là, qui sont dans le coin de gauche en haut. Donc, ils sont excellents d'une part en taux de disponibilité et d'autre part, ils sont excellents en termes de coût parce qu'en moyenne, leur budget, c'est autour des 2% de la valeur à neuf des équipements. Et on constate que ces 25%, donc sont meilleurs sur les coûts, meilleurs sur la disponibilité, meilleurs sur la sécurité. Et quand on regarde les chiffres, ils sont assez impressionnants. On voit qu'effectivement, en moyenne, on a 6 points de plus en disponibilité. Les coûts, en moyenne, 42%.
La sécurité est meilleure. Par contre, ils font effectivement 20% de maintenance préventive en plus. Ils ont 2 fois moins de pièces de rechange. Et sur la durée de vie, ils investissent en CAPEX 34% de moins. Et ça, c'est assez impressionnant parce que ça change les paradigmes. C'est de dire, je peux être meilleur en disponibilité, meilleur en sécurité et avoir des coûts de budget dans un budget de maintenance inférieur à d'autres. Alors la question qu'on va se poser, c'est comment font-ils? Alors avant de comprendre comment ils font, ce qui est intéressant, c'est de voir sur la durée de vie comment se situe leur taux de disponibilité. On voit que les performeurs, ils sont en orange, les autres, ils sont en bleu. Vous voyez que la disponibilité chez les autres, en moyenne, elle s'écroule progressivement à travers les époques. Alors pour comprendre le schéma, là, vous avez les 20 premiers pourcents de l'âge du cycle de vie des équipements. Là, vous arrivez à 50% de la vie des équipements et là, vous êtes en fin de vie. Voilà, c'est pour comprendre comment ça se décline. La première remarque, c'est que sur la disponibilité, on voit qu'elle est à peu près constante pendant tout le cycle de vie, du jour 1 au dernier jour. Et deuxième remarque, c'est qu'en termes de budget de maintenance lié à l'équipement, on est aussi à peu près plat, avec une petite augmentation en fin de vie, mais globalement, sur l'ensemble du cycle de vie, on est constant, alors que les autres, ils ont une forte augmentation de leur budget maintenance ramené à l'équipement à partir du milieu de la vie. C'est ce qu'on peut aussi expérimenter avec nos voitures. Quand on les garde jusqu'au bout, effectivement, notre budget réparation, il monte à partir du milieu de la vie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment ils font. La première chose, c'est qu'ils se focalisent sur leur levier de création de valeur, et on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'on y met derrière. Le deuxième, c'est qu'ils travaillent beaucoup sur des benchmarks pour comprendre où ils doivent se situer, où sont leurs opportunités de progrès. Ils renforcent toutes leurs pratiques par des best practices de façon continue. Ils ont une approche cohérente en termes d'organisation de processus et de systèmes d'information, souvent GMAO ou EAM. Ils l'utilisent efficacement. Et puis, ils suivent les indicateurs en temps réel. Et dernier point, ils ont commencé assez vite à adopter les nouvelles technologies 4.0. Et là, on voit comment ça dévoile le pendant, c'est que les technologies 4.0 sont utiles, mais elles sont surtout utiles lorsque l'on a les fondamentaux de l'organisation des process et du management et de la stratégie maintenance en place. Et là, les 4.0 donnent un booster complémentaire à leur performance actuelle. Et bien sûr, l'amélioration continue, ce n'est pas que pour la prod, comme c'est souvent dans les démarches Lean, mais c'est aussi pour la maintenance comme dans les autres services. Deuxième chose extrêmement intéressante, c'est de voir quand on regarde maintenant en termes d'asset management. La première remarque, c'est que sur la partie maintenance préventive, il démarre de faire correctement du préventif du jour 1. C'est-à-dire à partir du moment où ils mettent en route la ligne, l'équipement, l'installation, ils ont tout de suite le bon niveau de préventif. Alors que la tendance, c'est souvent dans les industries, c'est de se dire l'équipement est neuf, ma ligne est neuve, je peux être un peu plus léger en démarrage et bon, au bout de quelques années, je vais remonter mon niveau de préventif. Et puis, en fin de vie, effectivement, ils réduisent parce que ça ne sert plus. Et la deuxième chose extrêmement marquante, c'est qu'ils commencent à mettre du CAPEX à partir du premier tiers à peu près du cycle de vie. Contrairement aux autres qui sont obligés de mettre du CAPEX à la fin, de plus en plus, et à la fin avec des niveaux importants, parce que la machine est à bout de souffle, ou la ligne est à bout de souffle, et il faut essayer de la faire tenir encore un peu plus. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les top performers, ils consomment 34% de moins
de CAPEX sur le cycle de vie, la stratégie, elle est là. C'est-à-dire je commence relativement tôt, premier tiers, à remettre du CAPEX, j'en remets plus à la fin, et globalement, ça me permet de gérer 34% de moins, ce qui est quand même considérable par rapport en termes de CAPEX, par rapport à la valeur que peut avoir des équipements. Voilà, quelques éléments pour bien comprendre qu'est-ce qui, en faisant un benchmark sur le marché, qu'est-ce qui fait que certains performent beaucoup mieux. Alors, il y a aussi trois autres points extrêmement significatifs. C'est un, la partie fiabilité, l'ingénierie de la fiabilité est bien en place, est mature, ça c'est le point. Et puis, les processus de préparation, planification ou planning, scheduling sont des choses qui sont vraiment bien maîtrisées et extrêmement professionnelles. Et en plus, bien sûr, ils ont les décisions importantes en termes de stratégie de maintenance sont prises au bon niveau et ce n'est pas relégué au second plan par rapport à d'autres sujets. Alors, ça c'était, on regarde le marché. Je reviens maintenant sur la notion de la création de valeur qui est le premier élément de caractéristiques de ces top performers. Alors, on a généralement toujours des discussions, même encore aujourd'hui, entre les maintenanciers qui parlent technique et les directions qui parlent plutôt euros et dollars, suivant les zones ou yen ou ce que vous voulez comme. Et au lieu de se battre sur des budgets en se disant est-ce que j'ai besoin plus ou moins de budget, est-ce que j'ai besoin de plus ou moins d'équipement, est-ce que j'ai besoin de plus ou moins de pièces de rechange, est-ce que j'ai besoin de plus ou moins d'externalisation, se dire avant d'avoir toutes ces discussions, posons-nous la question quels sont les impacts réels de la maintenance sur la création de valeur de l'entreprise. Et quand on commence à essayer de calculer quelle est cette création de valeur, on se rend compte que les discussions sont extrêmement différentes. Alors, pour ceux qui ont envie d'un petit retour en arrière sur leurs écoles, leur temps d'étudiants, comment on calcule la création de valeur? En fait, on va regarder quels sont les cash flows additionnels que va générer telle décision de maintenance sur plusieurs années, sur au moins l'horizon stratégique, et on va le ramener à la valeur actuelle, nette. Ça veut dire pourquoi? Parce que de l'argent additionnel qui arrive dans 3 ans ou dans 5 ans n'a pas forcément la même valeur que le dollar ou l'euro aujourd'hui. Et ça, en général, c'est des formules que de toute façon, vous utilisez lorsque vous faites des investissements. Pour calculer les ROI, vous utilisez le Net Present Value. Ça, c'est des mécaniques que vous avez en face. Alors, créer ou détruire la valeur, nous, on aime bien rappeler quand même l'exemple de BP d'il y a quelques années. Je sais qu'il est caricatural, mais néanmoins, on travaille maintenant avec BP. On se rappelle que, et c'est ce qu'a officiellement déclaré le président de BP à l'époque, c'est une stratégie de cost cutting, donc de réduction drastique des coûts, appliquée un peu à l'américaine, même s'ils ne sont pas américains, mais ils sont quand même anglo-saxons, dans la mentalité, et qui a fait que l'ingénierie a fait des bypass, que la maintenance a fait des bypass, donc il y a eu un certain nombre de bypass juste pour couper les coûts. Là, la conséquence, vous la connaissez, mais ce qui est assez dramatique, c'est de voir que suite à ça, ils ont perdu la valeur de la bourse, à la bourse, c'est moins 50%, divisé par 2. Alors, la conséquence n'a pas été simplement pour BP, qui n'a jamais retrouvé jusqu'à aujourd'hui sa valeur boursière, donc c'est monstrueux, mais elle a entraîné tous ses collègues, Chevron, Total et autres, dans cette baisse, parce que les actionnaires se sont dit, si ça arrive à BP, pourquoi ça n'arriverait pas chez les autres? Donc on voit qu'on peut effectivement avoir des impacts extrêmement forts. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que quand on prend, je veux dire, des cas plus proches de nous, on a 4 grands levées de création de valeur. Il y a bien sûr, je peux créer de la valeur en augmentant la disponibilité de mes équipements. Je peux travailler sur les budgets, sur le CAPEX, ou par rapport à des aspects de sécurité, des risques ou de la compliance.
Alors soit parce que j'ai des risques liés à environnementaux, soit parce que j'ai ce qu'on appelle en anglais les license to operate, donc ça veut dire le droit à travailler. Par exemple, si vous êtes dans la pharmacie et que vous voulez exporter aux États-Unis, si vos équipements ne sont pas compliant FDA, vous ne vendrez pas. Donc voilà, on a ces 4 leviers. Alors qu'on peut détailler effectivement avec de la disponibilité technique, de rendement, de la flexibilité. Sur les CAPEX, on a soit la réduction de CAPEX pour les renouvellements, pour l'allongement de vie, pour les stocks de pièces de rechange, ou on peut gagner sur les OPEX, ou le gaspillage, ou la productivité des maintenanciers, où on peut effectivement travailler soit sur les risques ou sur la conformité aux nouvelles réglementations. Le point important à se dire, et c'est là que se pose la notion de création de valeur, c'est que on ne peut pas courir les 4 lièvres à la fois, ou les 4 leviers de création de valeur. Il faut choisir son levier de création de valeur dominant, qui peut changer suivant les époques. Ça veut dire que lorsque l'entreprise est en phase, est sur un marché porteur, il est vraisemblable en croissance, il est vraisemblable que la disponibilité est le levier de création de valeur, alors que dans un marché en décroissance, vous allez travailler sur les coûts et sur les CAPEX. Ou surtout quand vous êtes en fin de vie, vous allez essayer de les limiter au maximum. Donc, il faut savoir où est mon levier, et deuxièmement, on va essayer de le valoriser. Alors, le levier ne reste pas stable, ça veut dire qu'il peut changer. Et il change forcément en fonction de plusieurs raisons, soit liées au marché, soit liées au cycle de vie des produits. Et qu'un produit, quand vous avez une grande ligne de production, c'est-à-dire que même dans une entreprise, quand vous avez plusieurs familles de produits avec des lignes dédiées ou des ateliers dédiés, la stratégie maintenance d'un atelier ou d'un autre atelier ou d'une grande ligne par rapport à une autre ligne peut être différente. Parce que si sur une ligne, vous avez un produit vieillissant et sur l'autre, un produit en pleine explosion, vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies de maintenance. Pour vous donner un exemple, c'est un de nos clients qui nous consulte. C'est les leaders, ils font partie des leaders dans tout ce qui est arômes et parfums pour l'agroalimentaire. Vous avez le cas d'une usine avec une valeur à neuf de 100 et quelques millions, une bonne disponibilité technique, les EBITDA de 40 millions, du budget maintenance, etc. Et le patron nous demande comment je peux réduire mon budget de maintenance. On lui a dit, avant de regarder ça, on va faire une photo un petit peu plus globale et on va essayer de calculer quelle est la création de valeur. Et après, en faisant l'étude sur plusieurs années, on se rend compte que, vu leur contexte de marché, gros potentiel de création de valeur en augmentant la disponibilité qui peut générer 50 millions additionnels, en travaillant sur les coûts, ils peuvent aussi gagner, mais quand même beaucoup moins. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire, et là, il n'y avait rien à faire, parce qu'ils étaient très bons. Donc, on a posé la question au directeur général en disant, vous voulez faire quoi maintenant? Vous voulez toujours travailler là-dessus? La réponse a été assez rapide pour dire, non, on va plutôt privilégier le taux de disponibilité. Ce qui nous a amené à augmenter un peu le budget parce qu'on a dû embaucher un fiabiliste, on a dû faire 2-3 trucs, mais globalement, d'une part, ils ont vraiment gagné de l'argent, et en plus, comme ils ont gagné en performance par rapport à leurs usines sœurs, elles ont eu une meilleure pérennité de vie dedans. Et ça, ce calcul, il faut le faire. Alors, comment on le fait? En fait, ce qu'on va essayer de trouver, c'est de trouver par rapport à des entreprises dans le même secteur, de comprendre où l'entreprise se situe et où se situent les meilleures pratiques. Et à partir de là, on va se dire, entre les deux, alors notre règle de calcul, c'est de dire, je prends ma position, je prends le meilleur du secteur, et je me dis, je prends le point à mi-chemin et je vais calculer combien de points additionnels et la valeur associée je peux générer. C'est-à-dire que je ne calcule pas les potentiels en disant « après-demain, je suis le meilleur du secteur ». Donc on fixe une limite raisonnable et on est assez facilement capable, et ça vous savez le faire vraisemblablement, c'est de dire un point de disponibilité, ça vaut combien ?
vous prenez, je veux dire, si je prends un exemple, si vous avez un EBITDA de temps aujourd'hui, vous le divisez par le taux de disponibilité et vous êtes capable de calculer qu'est-ce que vaut un point additionnel de disponibilité. Et ça, c'est et après, on se projette sur quelques années de telle manière à valoriser quels sont les gains potentiels. Alors, une fois qu'on a déterminé quel est son levier de création de valeur et quels sont les potentiels de gains économiques, déjà, on a un point d'accord entre la direction générale et la maintenance pour dire c'est ça qu'on doit chercher et en fonction de ça, on va construire une stratégie maintenance. Alors, comment on l'a fait? Alors, nous, on utilise ce modèle qu'on utilise depuis plus de 15 ans. Alors, qui tourne autour de deux boucles d'amélioration, c'est le taux d'utilisation des actifs et puis la maîtrise des coûts. En disant, quelle que soit l'activité de maintenance et quelle que soit la stratégie de maintenance, si je ne maîtrise pas ces deux sujets, je ne sais pas piloter correctement mon activité de maintenance. Et lorsque l'on parle, alors ça c'est des choses qui sont bien connues, là, on le rencontre moins fréquemment, sauf si on a une extrêmement bonne GMAO, bien utilisée, c'est d'être capable de suivre les budgets par actif, de telle manière à véritablement comprendre comment mon budget se construit et où sont mes leviers de valeur. Et puis, au centre, on a les trois grands processus clés qui sont la fiabilité, la préparation, planification et l'exécution. Et dans notre esprit, on est, ça c'est au sens anglo-saxon du terme, c'est de se dire la fiabilité, c'est là où se décide quelle est la bonne maintenance à faire. Trop souvent, on voit la fiabilité en disant « j'ai des problèmes de taux de panne sur une machine, je vais essayer de faire de root cause analysis pour essayer de voir comment je peux redresser la situation ». Ça fait partie du job, mais le cœur du job, c'est plutôt de dire c'est quoi la bonne maintenance à exécuter sur tel type d'équipement. Donc, eux, ils doivent déterminer le quoi, eux, ils vont déterminer le comment et le quand, et puis on a la partie exécution. Et je fais une petite parenthèse, c'est qu'on se rend compte que dans toutes les organisations maintenance où on mélange ces trois rôles sur la même personne ou sur des mêmes personnes, ça ne marche pas. Parce que faire à la fois, hormis des petites structures, je fais une parenthèse, mais des petites remarques de précaution, mais dans des structures de maintenance de quelques, je sais pas, de 15, 20, 30 personnes ou plus, si vous n'avez pas des gens dédiés pour faire ça, qui ne sont pas les mêmes que pour faire de la préparation de planification, ce n'est pas le même mental, ce n'est pas les mêmes horizons, ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes logiques. Et chaque fois qu'on essaye de tout mélanger, ça ne délivre pas les résultats. Pour faire ça, on a besoin effectivement d'avoir des données techniques maîtrisées, avec des structures qui vont bien, la gestion des compétences et des outils spécifiques à la maintenance, et puis toute la maîtrise de la sous-traitance, et puis celle des pièces de rechange. Et pour finir le tableau, on a, et c'est d'où vient au départ, le modèle s'appelait le VDM, mais il manquait ça. Et on a rajouté à cette portfolio management, ça veut dire la gestion du cycle de vie de mes équipements qui va déterminer au regard de mes besoins de disponibilité, de mes coûts, des aspects réglementaires et risques, va déterminer quelle est la bonne stratégie de maintenance liée à ça que je vais décliner à ce niveau-là, mais aussi les projets de modernisation, de revamping, d'extension ou autres. Alors, une fois qu'on a défini notre stratégie, ce qu'on va essayer de se comprendre, c'est se dire pardon, il me manque un truc. On va essayer pour chacun des éléments de se comprendre où on se situe et où sont les leviers sur lesquels je dois agir. Ça veut dire que si mon problème, ma stratégie, elle est là, tous les autres éléments ne sont pas fortement contributifs à cette stratégie. Donc il faut choisir, comme on ne peut pas tout faire, il faut choisir à nouveau ses batailles et se dire sur quoi je vais agir de façon opérationnelle, et je vais vous montrer tout à l'heure comment. Alors, une petite interrogation maintenant là-dedans, dans ce modèle, c'est quoi l'industrie 4.0 ? Ou qu'est-ce qu'elle apporte ?
je reprends mon schéma. Le truc à la mode, le hype, il est autour de la maintenance prédictive 4.0 qui va effectivement avoir un gros impact sur à la fois des éléments d'optimisation quand on va faire du RCM pour déterminer les plans préventifs, on va aussi intégrer ces aspects 4.0 et on va les avoir aussi sur la préparation de planification au travers des notifications qui viennent du système. Le seul point, c'est que même quand je regarde un certain nombre de stands, de mon point de vue, il y a un peu de confusion lorsqu'on parle de préventive maintenance 4.0. Parce que de la maintenance prédictive, on en fait depuis très longtemps. Prévisionnelle, version française, predictive maintenance, anglo-saxon. On en faisait déjà quand on fait de l'inspection visuelle. Et ça marche. Il y a encore, quand vous êtes en sidérurgie, vous continuez à faire de l'inspection visuelle et même dans d'autres endroits. Après, on l'a instrumenté. Après, on a fait du real-time, ça veut dire j'ai mis des systèmes, des capteurs, etc. pour avoir des alertes automatiques. Mais je ne suis pas vraiment encore dans ce qu'on appelle le PDM 4.0. Là, c'est d'être capable. L'étape suivante, elle est de dire comment, au travers de choses, d'éléments et d'informations dont je ne connais pas forcément la corrélation aujourd'hui, je suis capable de déterminer ce qui va avoir de l'impact ou pas sur mon process. Et donc, je vais essayer de prévoir l'imprévisible. C'est ça le vrai gap des nouvelles technologies de notre point de vue aujourd'hui. Et puis, dans le système, le digital, il va faire quoi? Et le digital, en fait, on va l'avoir sur toute une série d'activités, que ça soit par rapport à des interactions entre le maintenancier et sa machine, que ça soit par rapport à des lunettes connectées qui vont permettre aux techniciens d'avoir le support de l'expert à 6000 km de distance, que ça soit le gars qui a sa tablette. Donc on va en retrouver progressivement un peu partout. Et je ne voudrais surtout pas vous faire le catalogue de toutes les solutions qui existent. Le salon, il est fait pour ça. Maintenant, c'est peut-être pas par là pour nous, la porte d'entrée, elle n'est pas forcément là. Et je reviendrai tout à l'heure. Simplement, deux remarques. C'est que l'irruption de ces nouvelles technologies mettent en évidence des nouveaux besoins en termes de compétences dans vos départements maintenance. Et ça, c'est une évolution qu'on voit fortement. Les gens ils se rendent compte que si je n'ai pas des vrais fiabilistes pour travailler sur le sujet, on n'avance pas. On a fait une grosse expérience avec un gros chantier qui est en cours avec PwC sur le port de Rotterdam, qui est un modèle du genre en termes de maintenance, tout automatisé. On a tellement de données qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc on est obligé de repartir par famille d'équipements avec des vrais experts qui font de l'AMDEC détaillé pour se dire c'est quoi les sujets qu'il faut arriver à mettre sous contrôle, de quelles données on a besoin et quelles données environnementales, de telle manière à commencer à faire des choses qui sont vraiment utiles et efficaces. Et donc, pour ça, on a besoin effectivement, impérativement de ces fiabilistes et puis des data scientists et des spécialistes qui sont capables de mettre en place l'IoT, les réseaux et tout ce qui va bien. Parce que encore dans un certain nombre d'ateliers, on a des problèmes de Wi-Fi ou autre, où on est en zone ATEX, donc ça pose d'autres problèmes, etc., etc. Donc là, dans le schéma, vous avez les évolutions qui sont entre l'étude qu'on a fait en 2017 et celle en 2018 qui vient de sortir là. Et on voit là que les évolutions des métiers, là il y en a peu, là ça augmente parce qu'on se rend compte qu'on a quand même besoin. Et voilà. Et juste pour finir ce volet sur le 4.0, ceux qui ont vraiment commencer à utiliser de façon un peu sérieuse le 4.0 et pas simplement des pilotes. Parce que des pilotes, là, il y en a plein. Tout le monde a fait son petit pilote 4.0. Ceux qui l'utilisent, pour 60%, ils ont gagné en disponibilité. Ils ont gagné en réduction de coûts et de façon plutôt significative. Ils ont gagné en sécurité et, si on prend les 4 principaux, sur l'allongement de la durée de vie.
Donc ceux qui ont commencé à le déployer de façon un peu significative dans un atelier ou sur des lignes ont vu des vrais résultats lorsqu'ils ont mis en place une stratégie 4.0 qui est solide et pertinente. Et là vous avez la moyenne des améliorations. Donc là, on a pris, c'est sur une étude qu'on a faite sur à peu près plus de 200 entreprises. Et on a pris les 25 meilleurs. Et on voit que ce qu'ils ont gagné, c'est quand même, voilà, ça, 10 points de disponibilité, 12 en réduction, et 20% sur l'extension parce que je limite mes grosses casses, je limite un certain nombre de choses. On voit qu'il y a du vrai résultat. Et ça, c'est pas simplement la mode du jour. Lorsqu'on le fait de façon intelligente, ça délivre. Et ce qui est rassurant. Donc maintenant, j'aimerais, je sais pas quelle heure il est. Dans cette dernière partie, reprendre le film à la base. La première étape, c'est se poser la question, c'est où est mon levier de création de valeur? Est-ce qu'il est sur la disponibilité, les coûts, la sécurité ou sur le CAPEX? Le CAPEX, on parle bien du CAPEX de maintenance. On ne parle pas du CAPEX pour acheter une nouvelle usine ou acheter une nouvelle ligne ou acheter, etc. C'est soit pour de la modernisation, du revamping ou de l'allongement du durée de vie. Premier point, donc on choisit son levier de création de valeur. Deuxièmement, au regard du modèle que je vous ai présenté rapidement, on va se poser la question de quel est notre niveau aujourd'hui, notre situation, qu'est-ce qu'on maîtrise bien et qu'est-ce qu'on maîtrise moins bien, et en se comparant aux meilleurs du secteur. Alors nous n'avons pas de valeur comme il existe dans certains livres en disant le taux d'externalisation doit être de 25-30%. Vous le trouvez dans certains livres connus. Où il faut avoir tant de pourcents de pièces de rechange, où il faut avoir tant de pourcents de ceci ou de tant de cela. Nous, ce qu'on fait, comme on a une base de données aujourd'hui de près de 1500 entreprises, usines, pardon, à travers, une grosse partie en Europe, mais aussi dans le monde, on regarde dans le secteur concerné, par exemple, si vous êtes dans l'agroalimentaire, on va regarder où vous en êtes et où est le meilleur du secteur. Ou pas forcément le meilleur, mais le rôle modèle. C'est quoi la différence? C'est que si moi j'ai une usine avec des actifs plutôt âgés, une usine qui a 25-30 ans, je vais essayer de trouver là dans les meilleurs une usine qui a un peu la même configuration et pas une usine qui a 3 ans. Et je vais voir comment une usine avec des actifs plutôt âgés est capable de délivrer de la performance. Voilà, c'est pour ça qu'on va chercher pas forcément le meilleur de meilleur absolu, parce qu'il n'existe pas. C'est le meilleur relatif à des conditions générales qui sont relativement proches de notre situation. À l'inverse, si mon usine est toute jeune, je vais essayer de trouver un rôle modèle qui est plutôt une entreprise jeune. Donc je vais voir les potentiels de gains et où je vais pouvoir progresser et je vais mesurer la maturité de mes processus au travers de roadmap de maturité. À partir de là, je vais me dire, sur les sujets que j'ai à travailler, par exemple, je me dis, tiens, là j'ai 2 sujets, que ce soit la fiabilité ou que ce soit la préparation-planification, quelles sont les bonnes pratiques que je peux utiliser? Parce que des bonnes pratiques, il y en a 50, il y en a 100. Donc je ne peux non plus pas tout mettre en œuvre, ça ne sert forcément pas à grand-chose. Donc si je me dis j'ai besoin de travailler sur la fiabilité, ça veut dire que peut-être la bonne pratique de ce qu'on appelle le RCM, c'est une bonne pratique à implanter. Si je suis sur la préparation-planification, ça c'est une pratique qui nous est très chère, c'est le gatekeeping, c'est-à-dire comment je filtre l'ensemble des demandes d'intervention, de notification et autres. Et donc, je vais oublier toutes les autres bonnes pratiques qui sont peut-être très bien, mais qui ne sont pas prioritaires par rapport à mes besoins et à ma stratégie. Et je vais me focaliser sur les quelques bonnes pratiques qui sont les plus essentielles. Et puis, pour chacune de ces bonnes pratiques, il va falloir se poser quand même des questions en termes de process, d'organisation, de contenu, de système d'information, de 4.0, d'indicateurs. Je prends un exemple. Si on dit « je veux installer le gatekeeping », jusqu'à là, c'est bien, mais on n'a pas dit grand-chose.
il faut déjà définir qu'est-ce qu'on veut filtrer. Est-ce qu'on veut tout filtrer, les urgences ou les demandes quel périmètre est-ce que les demandes d'amélioration, on les rentre dans le système ou on les fait passer par un autre système? Deuxième point, c'est installer les process, c'est-à-dire quels sont les process qui vont me permettre de faire remonter les demandes vers le gatekeeper. Pas simplement le jour, la nuit, si vous êtes en 5-8, le jour, la nuit, le week-end. Et là, ça devient déjà un peu plus sioux. Parce que vous n'avez pas forcément la même organisation le jour, la semaine et la nuit. Et puis, je le fais monter par... et après, j'ai la question d'organisation. Qui va faire quoi? Et le gatekeeper, il n'est pas tout seul à prendre la décision. Donc, qui intervient? Comment on le fait? Avec quel rituel? Etc. etc. Quel est le système? Est-ce que c'est du mail? Est-ce que c'est la GMAO? Est-ce que c'est le téléphone? Voilà. Comment ça fonctionne? Et puis, comment je vais gérer tout ça? Et dans le 4.0, on peut trouver effectivement des systèmes avec des petites tablettes qui permettent de communiquer directement. Donc là, il y a pas mal de choses différentes. Donc on se rend compte que chaque fois que je dis « j'ouvre la boîte d'une bonne pratique », dès qu'on creuse le sujet, on se rend compte que c'est beaucoup moins évident et donc il faut se focaliser sur les bons sujets. Il me reste 5 minutes. Et puis, ça veut dire qu'une fois que j'ai déterminé les bonnes pratiques sur lesquelles je veux travailler, il faut clarifier mon organisation, c'est ce que je vous disais au départ, c'est que nous, ce qu'on appelle, c'est les organisations bleu, vert, rouge, c'est de dire qu'on ne peut pas mélanger dans les organisations des gens qui travaillent sur l'exécution, ceux qui travaillent sur la planification, préparation et ceux qui travaillent sur la fiabilité. Il faut travailler sur ces process parce que c'est... la maintenance et l'asset management, ce sont un ensemble de process. C'est quasiment une mini-usine dans l'usine. On a de la supply chain, on a des opérations, on a de la RH, on a à peu près toutes les fonctions de façon un peu fractale par rapport à une usine. Et puis, c'est de mettre en place les systèmes de pilotage et mettre en place, je n'ai pas mis tous les noms et peut-être certains présentateurs de solutions sont vexés, mais c'est quand même les plus gros qu'on rencontre en général au niveau international. Et pour finir, voilà. En résumé, en une slide, le premier sujet, c'est la création de valeur. 2, c'est savoir où on se situe et on peut, à partir de là, construire sa stratégie. 4, on pose les fondamentaux. On met en place les bonnes pratiques qui sont au service de cette stratégie. On met en place les dispositifs de pilotage de performance du progrès et on utilise à ce moment-là les 4.0 qui sont au service de tout ça. Mais quand on n'a pas fait le chemin avant, en général, on n'a pas les résultats, même si on nous fait rêver sur certains instants, mais je ne dirai pas lesquels, en disant vous pluguez des capteurs, vous mettez, tout ça, ça remonte dans une babasse qui va vous dire ce qu'il va falloir faire tout seul. Ça, voilà, c'est super d'avoir ces nouvelles technologies, mais il faut qu'elles s'inscrivent véritablement dans une stratégie, une organisation. Simplement, par contre, où j'ai mis là, c'est qu'en termes de conduite du changement, on voit que, et dans notre expérience, je prends un exemple d'une banalité affligeante, mais c'est doter les techniciens de tablettes. Souvent, c'est c'est dire on a la même chose à la maison qu'au travail. En général, ils sont mieux équipés à la maison qu'au travail. Et 2, c'est une vraie, je veux dire, de commencer à les outiller, de leur donner de la valorisation aussi par rapport à ça. La plupart du temps, on a d'excellents retours en disant, pour une fois, on n'est pas les derniers lotis dans les nouvelles techno et dans les nouvelles approches. Et donc, en termes de conduite du changement, ça peut être assez utile des fois de rentrer par là, même si ça doit s'inscrire dans une stratégie globale. Voilà. Et on a un livre qui est disponible, si vous voulez, qui décrit tout ça en long, en large, pour ceux qui sont intéressés. Oui, bonjour. Juste une question par rapport aux indicateurs de départ. Vous mesurez un taux sur la conformité, le QHSE. Je voudrais juste savoir comment est-ce que vous mesurez un taux. On le mesure alors ça dépend. Est-ce que le sujet il est plutôt lié à une compliance ou est-ce qu'il est plutôt lié à des risques? Si c'est lié à de la compliance réglementaire, là, on mesure la capacité de l'entreprise à résoudre
les écarts réglementaires avec la bonne vitesse. Et là, on dit je maîtrise ou je ne maîtrise pas. Et quel est le risque associé à la non-maîtrise de tous ces écarts issus généralement des audits et des inspections. Après, si c'est plutôt dans le domaine des risques opérationnels, que ce soit environnementaux ou sécurité, aujourd'hui, on essaye de valoriser quel est l'impact financier. Alors je sais, c'est pas beau à dire, j'ai été aussi patron de la sécurité dans un très gros groupe pendant quelques années, de dire on valorise le coût d'un blessé ou d'un mort. Je sais que c'est abominable, mais pour être capable de déterminer, on va essayer de valoriser ces accidents, idem aux environnementaux, et de calculer quel est l'impact majeur au regard d'un sinistre, qu'il soit humain ou qu'il soit matériel. Après, on le calcule par rapport au benchmark à l'écart entre votre situation aujourd'hui et les benchmarks. Voilà. On se rapporte toujours rapport à une benchmark et non pas à une valeur absolue. Oui, alors moi j'avais d'autres questions dans la salle, non? Moi j'avais quelques questions. Comment vous faites la part de l'amélioration qui viennent d'une part des bonnes pratiques de maintenance, que vous manifestement vous insistez là-dessus et vous mettez ça en place, et qui vient de l'application de cette maintenance 4.0? Oui, parce qu'on a les bénéfices de l'application du 4.0 est lié à on l'a pris sur des gens qui sont très matures en termes de pratiques maintenance traditionnelles, de telle manière à ce qu'on ait des chiffres fiables sur leur performance actuelle et on est capable réellement de calculer les gains additionnels. Voilà. C'est ça qui nous a permis de déterminer par rapport à ces entreprises de ce qui est vraiment de la part du 4.0 et qui n'est pas lié simplement parce qu'ils ont bien travaillé sur le sujet. Oui, alors justement, un des problèmes quand on fait ce genre d'études, c'est la fiabilité des chiffres. C'est très difficile en fait d'avoir des chiffres fiables de performance des entreprises dans les domaines de la maintenance, parce qu'il y a très peu d'études là-dessus. Alors, comment est-ce que vous procédez, vous? Alors, on a d'abord effectivement vérifié tous leurs chiffres aujourd'hui, mais comme ils sont matures, la plupart du temps, ils ont des données qui sont relativement robustes. Par contre, il a fallu retravailler pour avoir toujours des périmètres équivalents. Parce que quand je regarde simplement un sujet aussi basique que les coûts de budget de maintenance, suivant les entreprises et les périmètres que l'on met, on ne met pas forcément les mêmes choses dedans et on ne valorise pas les choses de la même manière. Ou certains passent les pièces de rechange tout de suite en dépenses, temps zéro. Moi, j'ai un certain nombre de clients qui font ça, même des gros clients. Donc forcément, la valeur du stock, elle n'est pas du tout la même que dans d'autres entreprises qui ont d'autres règles comptables pour utiliser les pièces de rechange.